tous, merci pour votre invitation. Donc je vais en effet tenter au travers de deux exemples de vous montrer comment notre compréhension du système Terre peut permettre d'apporter des solutions que j'appelle donc des solutions géo-inspirées dans le cadre du réchauffement climatique et de la transition énergétique. Donc j'ai oublié de me présenter, je suis maître de conférence à l'université Paris Diderot, encore jusqu'à la fin de l'année, puisque vous savez que ça sera ensuite l'université de Paris, et je suis chercheur, j'effectue cette recherche à l'Institut de physique du globe de Paris. Alors les deux exemples que j'ai choisi de vous présenter concernent tout d'abord le stockage géologique du CO2, que je présenterai un petit peu en détail, et le deuxième exemple, dans une deuxième partie, ce sera l'utilisation de l'hydrogène naturel, qu'on appelle aussi l'hydrogène natif. Alors, cette première figure, c'est l'illustration du cycle biogéochimique du carbone, où j'ai représenté les différents réservoirs terrestres qui contiennent du carbone, avec leur taille respective exprimée en gigatonnes de carbone. Ce que l'on sait, c'est qu'entre ces différents réservoirs, il y a énormément de flux, et le carbone circule entre ces différents réservoirs sous forme de CO2. À l'heure actuelle, ce cycle géochimique du carbone est à l'état stationnaire, donc plus ou moins à l'équilibre. Mais vous savez que les activités anthropiques, les activités humaines, perturbent ce cycle géochimique du carbone en introduisant principalement, à cause de la combustion des énergies fossiles, du CO2 en excès dans l'atmosphère. Alors vous voyez que les chiffres, c'est de l'ordre de 9, à l'heure actuelle, aujourd'hui, 9 gigatonnes de carbone par an qui sont injectées en plus dans l'atmosphère. Et il y a un petit peu d'accumulation qui provient aussi de la déforestation. Donc tout ça, c'est les activités humaines qui viennent perturber ce cycle naturel qui était à l'équilibre. Alors que devient cet excès de CO2 qui est émis dans l'atmosphère? La moitié est absorbé par les systèmes naturels, et on a estimé qu'environ 25% se dissout dans les océans, 25% environ aussi également est absorbé par la biomasse, et donc il reste une accumulation nette d'environ la moitié de 50% de ces émissions, qui est aujourd'hui environ 5 gigatonnes de carbone par an qui s'accumulent donc dans l'atmosphère, augmentant ainsi la concentration de CO2 atmosphérique. Pour remédier à cette accumulation, et compte tenu que les demandes énergétiques sont toujours croissantes, eh bien, Pacala et Sokolov ont introduit cette notion de triangle de stabilisation qui propose d'utiliser toute une série et de mettre en œuvre toute une série de stratégies pour réduire ces émissions de CO2 qui s'accumulent dans l'atmosphère. Alors les chiffres, donc le travail a été fait en 2004, il est toujours utilisé, toujours d'actualité aujourd'hui. Donc la seule différence, c'est que les chiffres sont un petit peu différents, puisqu'en 2004, vous voyez que les émissions étaient de l'ordre de 7 gigatonnes de carbone par an. Mais donc pour réduire, pour stabiliser les émissions de carbone, vous voyez que les stratégies qui étaient proposées par les auteurs, qui sont toujours d'actualité, eh bien c'est de mettre en place donc toute une série de solutions pour réduire ces émissions. Et donc parmi ces solutions proposées, il y en a les deux que je vais évoquer aujourd'hui, qui sont donc le stockage géologique du CO2 et la filière hydrogène, c'est-à-dire l'utilisation d'hydrogène comme ressource énergétique. Parmi les autres, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, vous voyez qu'on trouve l'énergie solaire, l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'éolien, l'augmentation de la biomasse ou l'utilisation du nucléaire. Alors, si je commence par parler de stockage géologique du CO2, c'est quelque chose que l'on appelle aussi le CCS, ça c'est le terme anglo-saxon, qui est le Carbon Capture and Storage, dont l'objectif était, en 2004, quand les auteurs ont proposé, ont fait ce travail, d'environ stocker 1 gigatonne de carbone par an, mais compte tenu des émissions croissantes de CO2, ça pourrait bien atteindre jusqu'à 6 gigatonnes de carbone à devoir stocker d'ici 2050.
Alors on parle souvent de filière, CCS. Pourquoi filière? Parce qu'en fait il s'agit d'une succession de processus, et en fait il y en a 3 principaux. La première étape dans le stockage du CO2, c'est la capture de ce CO2 à partir d'une source d'émission. Je vais revenir à ce que c'est qu'une source d'émission. Ensuite, le transporter vers un site de stockage et donc au final le stocker dans des formations géologiques profondes, si possible étanches, donc bien choisies, pour que le stockage dure sur de longues échelles de temps. Alors, tout d'abord, l'étape de capture, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que déjà une source de CO2 adaptée au stockage du CO2? C'est un important point d'émission, donc il faut suffisamment de CO2 qui soit émis, des fumées, donc des gaz émis riches en CO2, et si possible à distance raisonnable d'un site de stockage souterrain potentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que ces points d'émission permanents? Voilà la liste des sources permanentes qui émettent de grandes quantités de CO2. On trouve en premier les centrales thermiques, c'est-à-dire les centrales qui brûlent des hydrocarbures fossiles pour produire de l'électricité. Viennent ensuite les cimenteries, les raffineries, la métallurgie et l'industrie pétrochimique. Donc tout ça, c'est des usines desquelles on pourrait récupérer le CO2 pour ensuite pouvoir le stocker dans des couches géologiques profondes. La première étape, donc l'étape de capture, c'est pas seulement le capter à la sortie des fumées d'usine, mais c'est aussi le séparer des autres gaz qui sont coproduits lors de la combustion des hydrocarbures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs procédés pour séparer le CO2 des autres gaz, qui peuvent être de l'H2S, de l'hydrogène. Tous ces procédés sont extrêmement consommateurs d'énergie, donc ils ont un coût, et dans la filière stockage de CO2, c'est cette étape-là, l'étape de séparation du CO2 des autres gaz, qui est la plus coûteuse. Mais bon, l'efficacité de la capture peut être assez bonne, et donc on peut conserver environ, à l'issue de ce nettoyage, environ 80% du CO2 émis peut être utilisé pour le stockage. Vient ensuite, une fois qu'on a récupéré le CO2 et qu'on l'a séparé des autres gaz, l'étape de transport. Alors celle-ci, c'est la plus facile, entre guillemets. Il faut quand même, on ne transporte pas le CO2 sous forme gazeuse, on le transporte plutôt sous forme liquide ou supercritique, j'y reviendrai. Pourquoi? Parce que c'est des phases où le CO2 est plus dense, et donc c'est plus facile de le transporter, il occupe moins de place. Et donc le transport, il se fait principalement par gazoduc, ou par bateau si les gazoducs n'existent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu, et j'ai mis la carte des États-Unis. On voit qu'aux États-Unis, il existe déjà plusieurs milliers de kilomètres de gazoducs qui servent déjà à transporter du CO2. Pourquoi? Parce que le CO2 est utilisé dans ce que l'on appelle la récupération assistée d'hydrocarbures, c'est-à-dire lorsqu'on a un puits de pétrole en fin de vie, où l'extraction du pétrole est difficile, eh bien on utilise le CO2, on injecte du CO2 pour pousser, pour faire sortir les hydrocarbures restants. Donc c'est une technologie qui est connue, on sait transporter le CO2 depuis des points d'émission jusqu'à des réservoirs pétroliers. Et on arrive à la phase proprement dite de stockage géologique du CO2, qui concerne donc le fait d'enfouir ce CO2 dans des couches géologiques profondes, choisies en fonction de leur capacité de retenir et d'être étanches à ce gaz. Alors j'ai parlé tout à l'heure de l'état du CO2, donc ça c'est quelque chose qui est assez important. Donc là on a le diagramme de phase pression, température du CO2. Donc j'ai dit que, vous allez voir pourquoi, on le stocke pas sous forme de gaz, mais on le transporte et on le stocke plutôt sous forme liquide ou sous forme supercritique. Alors l'état supercritique, c'est cet état un petit peu spécial là, qui est au-delà de la phase gazeuse ou de la phase liquide, et qui produit donc un état particulier, mais qui produit une phase qui est très très dense. Donc ça c'est pratique parce que ça permet de le transporter, et il occupe très peu de place puisqu'il est très dense, donc ça permet de stocker, de transporter et de stocker des quantités beaucoup plus importantes de CO2. Évidemment, pour obtenir cet état liquide ou supercritique, il faut le comprimer, et ça a un coût qui est à prendre en compte dans le coût du processus global.
Alors, que devient le CO2 une fois qu'il est injecté? Puis après, je dirais dans quoi on l'injecte. Mais voilà, vous avez un exemple d'injection de CO2 dans les couches géologiques profondes. Donc, vous voyez qu'à l'état supercritique, il faut forcément l'enfouir dans des profondeurs supérieures à 500 mètres, 800 mètres, pour qu'il reste à l'état supercritique. Sinon, comme la pression diminue, il ne va pas rester à l'état supercritique, mais vous voyez que la bulle de CO2 qu'on a injectée, elle a tendance à remonter, elle reste quand même moins dense que les roches encaissantes, et donc en général, elle va remonter ici jusqu'à rencontrer une couche géologique imperméable qui stoppe sa remontée. Vous voyez que si on l'injecte un petit peu moins profond, à ce moment-là, le CO2 devient plutôt gazeux, liquide, il reste un petit peu supercritique, donc il y a un mélange de CO2 gazeux, de CO2 liquide et de CO2 supercritique, et ce que l'on voit, c'est que du coup, la bulle de CO2 qu'on a injectée, elle est moins dense, donc elle occupe beaucoup plus de place, et donc elle s'étale sous la couche imperméable. Et puis là, c'est le cas le moins favorable, c'est ce qu'il faut éviter, c'est que quand on est peu profond, le CO2 devient complètement gazeux, et donc là, la bulle de CO2 est très étalée, et c'est là qu'il y a des risques de fuite, de fuite du stockage. Alors, dans les formations géologiques que je vais présenter tout à l'heure, le CO2 peut être stocké sous 3 formes principales. Alors, il peut être stocké sous forme gazeuse, qu'on appelle immiscible, donc directement le gaz qui est présent dans la porosité des roches. Il peut être stocké dans les fluides de la formation, donc dans les fluides de la formation, soit sous forme ionique, soit sous forme soluble. Et il peut être stocké finalement aussi, et ça j'en parlerai, sous forme solide, c'est-à-dire sous forme de minéral, sous forme de carbonate, une fois qu'il a réagi avec des minéraux, et c'est quelque chose que j'aborderai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le stockage minéral. Cette figure illustre la sécurité du stockage géologique en fonction du type justement de stockage, et vous voyez que lorsque l'on considère un stockage sous forme gazeuse, donc sous forme immiscible, la sécurité est faible, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, il y a de fortes chances que le gaz remonte et finisse par sortir du site et de la formation géologique, mais au fur et à mesure que l'on monte ici sous la forme soluble, ionique ou minérale, la sécurité du stockage devient meilleure, et évidemment, même sur de longues échelles de temps, le stockage minéral est le type de stockage qui produit la sûreté la plus grande. Alors voilà les candidats qui sont les candidats pour accepter le stockage géologique. Les meilleurs candidats, ce sont les bassins sédimentaires qui présentent 3 types de pièges structuraux dans lesquels on peut mettre le CO2. Premier type de piège, c'est les gisements de pétrole ou de gaz en fin d'exploitation. Je vous en ai parlé, c'est déjà un petit peu utilisé quand on fait de la récupération assistée d'hydrocarbures. Et donc on peut envisager d'y stocker, puisque ces gisements ont stocké du pétrole ou du gaz. On est assez confiant pour penser qu'ils vont pouvoir retenir aussi du CO2 qu'on va injecter. Un autre type de stockage, mais qui concerne des quantités estimées beaucoup plus faibles, c'est les veines de charbon non exploitées. Et puis le dernier type de piège structural, qui lui est largement, est sans doute le plus important en termes de quantité de carbone, de CO2 qu'on peut stocker, ce sont les aquifères salins, donc impropres à la consommation, les aquifères salins profonds. Alors, je vais vous illustrer un exemple de stockage géologique particulier. Depuis le début des années 2000, je dirais, la fin des années, depuis le début des années 2000, il y a plusieurs tests, plusieurs sites pilotes de stockage de CO2 dans le monde. Et j'ai choisi de vous présenter le site de Sleipner parce que c'est un site un peu emblématique, ça a été l'un des premiers. Et c'est un site où, à l'heure actuelle, on stocke et on stocke toujours des quantités importantes de CO2. C'est en plus un site pour lequel le stockage de CO2 fonctionne bien, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc c'est un site qui se situe ici au large de la Norvège, donc dans un aquifère salin, qui est situé en mer du Nord, où la société Statoil exploite un gisement de gaz, un gisement de méthane.
Alors pourquoi ce site a été choisi pour stocker du CO2? Alors tout d'abord parce que le gaz naturel qui était extrait du gisement contenait, donc c'est principalement du méthane, hein, le gaz naturel, et il contenait jusqu'à 9% de CO2 dans le réservoir. Et ce gaz-là, eh bien, il est trop riche en CO2 pour pouvoir être vendu, puisque les recommandations autorisent pour la vente du gaz un maximum de 2,5% de CO2. Donc en général, ce qui est fait, c'est qu'on enlève le CO2 par des méthodes de séparation dont j'ai déjà un petit peu parlé. Et en général, ce CO2, il est tout simplement réémis dans l'atmosphère. Donc là, la Norvège, en 1991, a décidé d'introduire une taxe sur les émissions de CO2 qui est de l'ordre de 50 € la tonne de CO2 émise, une taxe suffisamment élevée pour que la décision de réinjecter le CO2 a été prise par l'entreprise Statoil, malgré le coût du stockage géologique. Et donc l'injection a débuté en 1996, et depuis 1996, il est injecté dans cet aquifère environ 1 million de tonnes de CO2 par an. Alors, le gisement de gaz qui est exploité se situe ici, dans ce niveau qui est environ à 2500 mètres de profondeur. Le gaz est ensuite remonté ici sur cette plateforme. Il est nettoyé et le CO2 qui est issu de cette séparation, de ce nettoyage, est ensuite réinjecté dans ce niveau gréseux, qui est donc l'aquifère d'Utsira et qui se situe à plus faible profondeur, à environ 1000 mètres de profondeur. Alors on estime que les capacités de stockage de cet aquifère qu'on a représenté ici, alors j'ai constaté que je n'avais pas l'échelle, mais vous voyez, il s'étend le long de la frontière norvégienne, donc c'est un aquifère qui est très étendu, et donc ça représente des capacités de stockage qui sont importantes, plus de 1000 fois les émissions annuelles de CO2 pour toute l'Europe. Alors cette image est assez intéressante parce que dès le début de l'injection, l'entreprise Statoil a décidé de faire un suivi du mouvement de CO2 qui était injecté, et là, notamment par des méthodes sismiques. Et cette figure, elle vous montre des images de tomographie sismique qui montrent les réflecteurs des ondes sismiques, et donc qui sont une façon d'imager la bulle de CO2. Donc ici, c'était l'état avant injection. Ici, on a le sommet de l'aquifère, donc le sommet des roches gréseuses, et ici, au-dessus, on a un niveau d'argile qui est le niveau qui va bloquer l'eau et puis le CO2. Donc 2001, début de l'injection, enfin 5 ans après le début de l'injection, on voit la bulle de CO2 qui, comme je vous l'ai montré dans l'image un petit peu théorique, eh bien, remonte et vient sur le sommet de la couche perméable et vient ici à la base de la couche imperméable. Elle vient se bloquer ici sur cette couche-là. Au fur et à mesure que l'injection continue, ici on est en 2008, on voit que la bulle de CO2 s'étale, grandit, parce que la quantité de CO2 qui est injectée augmente, mais on voit que le stockage est toujours étanche, puisqu'on voit que le sommet de la bulle, eh bien, il est toujours ici au toit de la formation gréseuse. Et ces images qui sont ici en dessous, c'est des images de modélisation numérique, cette fois-ci dans le plan horizontal, où on voit l'étalement de la bulle de CO2. Donc ça, c'est un suivi sismique, mais on peut aussi envisager de faire un suivi plutôt géochimique. Et j'insiste sur cet aspect de suivi, parce qu'évidemment, tout projet de stockage géologique de CO2, si on veut que l'acceptation soit bonne et qu'il puisse donc voir le jour, eh bien, ces aspects de suivi sont très importants. Et donc là, c'est quelque chose qui a été bien pris en compte, et c'est pour ça que le projet fonctionne bien. Alors, autre candidat dont je voudrais vous parler pour le stockage géologique du CO2, c'est les roches basiques ou ultra-basiques, c'est-à-dire les basaltes ou les péridotites. L'intérêt de stocker dans ces roches-là, alors c'est quelque chose qui est un petit peu plus exploratoire, mais l'intérêt, c'est que ça permet le stockage minéral du CO2, c'est-à-dire sous forme de carbonate, via des réactions de dissolution-précipitation. Alors je vous ai montré un exemple de ces réactions de dissolution-précipitation. Dans le cas d'un minéral, certes un petit peu exotique, mais je le réutiliserai, c'est un pyroxène calcique.
CaSiO3. Si on injecte un fluide riche en CO2, vous savez, le CO2, c'est un acide un petit peu faible, donc il va dissoudre en partie ce silicate pour donner des cations dans la solution, donc du calcium, et des ions bicarbonate, et puis de la silice. Et puis, le calcium et les ions bicarbonate vont pouvoir réagir pour former un carbonate. Et donc, le bilan de cette réaction, c'est bien un silicate qui, en présence de CO2, donne un carbonate et de l'eau. Donc, si vous regardez juste la réaction de précipitation du carbonate, c'est ce qui se passe par exemple dans l'eau de mer, vous voyez que la précipitation d'un carbonate, ça émet une mole de CO2. Donc, en termes de bilan, on émet quand même du CO2. Mais ici, dans cette réaction où on est parti de l'altération d'un silicate, vous voyez que le bilan, il est bien, le bilan net, c'est bien la consommation d'une mole de CO2 pour former une mole de calcite, donc une mole de carbonate. Alors, ce type de stockage dans les roches basiques et ultra-basiques, c'est quelque chose qui est inspiré, c'est là que je viens à mon titre, qui est inspiré des processus naturels, et en particulier de l'hydrothermalisme océanique. Quand on s'intéresse à la lithosphère océanique, eh bien, on se rend compte que tout au long de sa vie, cette lithosphère océanique, et c'est ce qui est représenté par ces petites flèches, elle interagit avec des fluides, qui sont des fluides riches en CO2, et ça produit toute une série de réactions. Alors, on ne les connaît pas toutes, on les étudie encore, mais certaines de ces réactions aboutissent à la formation de carbonate et donc sont un puits de CO2 important. Alors, c'est bien ce que l'on voit quand on regarde les échantillons de la lithosphère océanique. Ils sont tous très riches en carbonate. Et là, j'ai choisi de vous montrer un échantillon de basalte de la lithosphère océanique. Tous les échantillons de basalte, ou pratiquement tous, s'ils ne sont pas vraiment frais, pris près de l'axe, eh bien, ils contiennent des carbonates. Ici, par exemple, dans les fractures, ce sont souvent des échantillons qui sont fracturés, et dans ces fractures, dans ces veines, on a des précipitations de carbonate. Ces précipitations de carbonate proviennent généralement, quand c'est dans les veines et dans les fractures, des carbonates issus de l'eau de mer, et donc on a une précipitation directe des carbonates. Ce que je disais tout à l'heure, dans ce cas de figure-là, vous voyez que la précipitation des carbonates à partir de l'eau de mer, ça émet quand même une mole de CO2. Mais on observe aussi l'autre type de réaction, c'est-à-dire lorsque l'on a des pressions partielles de CO2 un petit peu plus fortes, des températures un petit peu plus élevées, on a ces fameuses réactions de dissolution des silicates primaires pour donner des phases carbonatées, pour donner des carbonates secondaires qui précipitent. Et là, j'ai choisi de vous montrer ça sur un site qui est l'exemple de l'ophiolite d'Oman. Donc ça, ce sont deux photos qui sont prises sur l'ophiolite d'Oman. Et ce que vous voyez, tout ce qui est en clair ici sur ces images, ce sont des carbonates. Donc si on se promène sur l'ophiolite d'Oman, qui est donc un fragment de la lithosphère océanique à la surface d'un continent, eh bien, la carbonatation est visible partout. Toutes les péridotites, tous les basaltes sont très fortement carbonatés. Vous voyez la quantité de carbonate qui est produite. Ces carbonates, ils sont produits par les réactions dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'olivine, par exemple, mais c'est vrai, c'est le cas de tous les silicates primaires de ces roches. L'olivine réagit en présence d'eau et de CO2 pour donner, donc ici, un minéral secondaire qui est la serpentine et un carbonate magnésien. Alors, cette réaction, et ça c'est quelque chose d'assez important, c'est une réaction exothermique, donc elle émet de la chaleur, et exovolumique, et ça aussi c'est extrêmement important. Exovolumique, ça veut dire que lorsque la carbonatation a lieu, ça va fracturer la roche. Et pourquoi c'est important? Parce que ces roches-là ne sont pas très perméables, et donc les fluides ont du mal à circuler. Et si on veut que cette réaction-là, elle ait lieu, eh bien, le côté exovolumique de la réaction, c'est quelque chose d'important, parce que la fracturation, ça va permettre aux fluides de circuler, et donc de rencontrer des surfaces fraîches, et ça va permettre à la réaction de pouvoir continuer à avoir lieu. Oui, je n'ai pas décrit cette image, mais là, vous voyez, on a une espèce de brèche, avec des fragments de péridotite plus ou moins serpentinisés, qui est englobé dans un ciment qui est constitué de carbonate. Alors on a tous les types de carbonate en Oman, de la calcite, de l'aragonite, de la dolomite et de la magnésie. Et vous voyez que les températures de formation de ces carbonates ne sont pas très élevées, puisqu'elles vont de 25 à 60 degrés environ.
Alors ces réactions, elles ont largement été, depuis une vingtaine d'années, étudiées en laboratoire pour comprendre quelles étaient les cinétiques de ces réactions, quels étaient les facteurs limitant les réactions de carbonatation, et avec deux types d'expériences, soit des expériences en autoclave, en système fermé, ou des expériences dans des bancs de percolation où on fait circuler les fluides. Et donc vous voyez qu'on peut étudier grâce à ces systèmes-là des assemblages où on va faire réagir soit un minéral pur, soit une roche broyée finement en présence d'eau et en présence de CO2 dans des conditions qui sont dites les conditions hydrothermales, c'est-à-dire une pression de l'ordre de quelques centaines de bars et des températures qui peuvent atteindre jusqu'à 300 degrés. Et je vais vous montrer deux exemples de travaux expérimentaux qui ont été réalisés dans mon équipe. Tout d'abord, l'exemple de la wollastonite, ce pyroxène calcique, ce que je vous remontre. Alors, pourquoi je le montre? Parce que c'en est un qui fonctionne le mieux. Vous voyez que sur cette image-là, c'est une image de microscopie électronique à balayage. On a un cœur de wollastonite qui a commencé à réagir pour former, donc la réaction elle est là, pour former une couche de silice et pour former de la calcite qui est bien visible autour du cœur de wollastonite. Et on peut estimer qu'à 90 degrés, la carbonatation, elle est totale. Donc ça, c'est les résultats expérimentaux. Hein, la carbonatation, elle est totale en 11 jours. Donc c'est une réaction qui est extrêmement rapide et efficace. Ce n'est pas le cas de tous les silicates. Celui-ci, c'est celui qui fonctionne le plus. Donc je ne vais pas en montrer beaucoup plus, mais je vais prendre un autre exemple, qui est l'exemple d'un système un petit peu plus complexe, où on s'est intéressé à la carbonatation non pas d'un minéral tout seul, mais d'une roche. Et là, on a pris l'exemple d'un basalte. Alors, un basalte un peu particulier qui provient d'un site en Islande qui s'appelle Elishheidi. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est l'un des seuls sites pilotes dans lequel on a injecté du CO2. Alors, ce basalte, il est extrêmement cristallisé, vous voyez, avec des grosses olivines, des pyroxènes et des feldspaths plagioclases. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué que la wollastonite. Il faut chauffer un petit peu plus pour faire de la carbonatation. Mais vous voyez qu'on atteint des taux de carbonatation, alors qu'ils ne sont pas très élevés, 15% en poids. Ici, tous ces petits cristaux-là que l'on voit, ce sont des cristaux de magnézite. Alors, c'est moins élevé. Pourquoi? Parce que c'est seulement l'olivine qui se carbonate dans cette réaction pour former, donc l'olivine magnésienne, pour former le carbonate magnésien. Alors, si on a utilisé ce basalte, c'est parce qu'il provient de ce site islandais, qui est donc le seul site pilote de stockage de CO2 dans des roches basiques, donc dans des basaltes. Alors, Elishheidi, c'est une grosse centrale thermique qui produit l'électricité pour la ville de Reykjavik, que l'on voit ici. Et c'est ici qu'il a été décidé d'extraire des fumées, les excédents de CO2, qui sont, vous voyez, pas purs, hein, puisqu'on trouve aussi de l'H2S et du H2, et qui ont été ensuite réinjectés dans le sous-sol. Alors, ce site de stockage a fonctionné très peu de temps. Il a fonctionné entre 2012 ou 2014 et 2018. Je ne me souviens plus exactement des dates, mais juste quelques années. Et ça a concerné des toutes petites quantités de CO2, quelques dizaines de milliers, 50 000 tonnes de CO2 ont été injectées. Donc, c'est vraiment des toutes petites quantités. Donc, le CO2, les gaz proviennent donc de la centrale thermique. Dans ce cas, le gaz est mélangé à de l'eau et c'est une eau enrichie en CO2 qui est ensuite injectée dans les couches géologiques qui sont comprises ici entre... Alors, l'injection, elle a eu lieu ici à 500 mètres de profondeur. Donc là, c'est un stockage qui est peu profond et dans des niveaux hein, qui sont des niveaux de lave basaltique. Cette eau riche en CO2, elle est ensuite mélangée à l'eau de l'aquifère et donc elle va petit à petit se mélanger à l'aquifère. Et donc ensuite, il y a des puits qui ont été forés pour échantillonner et suivre l'évolution géochimique, l'évolution en composition, mais aussi l'évolution microbiologique des eaux de l'aquifère suite à l'injection de CO2. Alors, juste pour vous montrer, il y a aussi eu des carottes qui sont sorties. Et donc là, on a une image d'un échantillon de basalte qui a été extrait après 4 ans de stockage de CO2 et où on voit bien que la réaction de carbonatation a lieu et où on voit ici tous ces petits cristaux blancs, c'est des cristaux de calcite qui ont précipité dans la vésicularité du basalte. Mais, et ça c'est quelque chose qui n'était pas vraiment attendu,
c'est vrai. C'est quelque chose qui n'était pas vraiment attendu, c'est qu'il y a eu un bloom bactérien énorme qui a consommé le CO2, et donc il y a eu énormément de biofilms qui ont été produits, qui sont venus perturber le stockage, et qui ont même dû à un certain moment interrompre, le stockage a même dû être interrompu à cause de ces biofilms, et ça c'est quelque chose qu'il faut réellement prendre en compte quand on a un site de stockage qui est peu profond. Ici, on était à une température de l'ordre de 50 degrés, et donc il y a encore beaucoup de vivants à ces températures-là. Alors, je vais vite passer à l'hydrogène naturel. Il me reste 5 minutes, je suis désolée, je vais aller un petit peu vite, parce que c'est quelque chose d'intéressant, l'hydrogène. Pourquoi? Parce que c'est une source d'énergie qui est décarbonée. Vous voyez, la combustion de l'hydrogène, ça produit uniquement de l'H2O, donc pas de CO2. Et c'est une combustion qui est extrêmement efficace, deux fois plus efficace que la combustion de la même quantité de pétrole. Donc l'hydrogène, c'est quelque chose qui est déjà utilisé à l'heure actuelle. Vous voyez, on utilise dans le monde 50 millions de tonnes d'hydrogène par an, mais cet hydrogène, il est uniquement manufacturé, c'est-à-dire qu'il est produit essentiellement à partir de ressources fossiles, à partir du méthane, à partir du pétrole, à partir du charbon. Et son utilisation n'est pas beaucoup plus vertueuse, puisqu'il est utilisé pour récupérer le pétrole et pour produire des engrais comme l'ammoniac. Mais pourtant, sur Terre, on connaît des endroits où la production d'hydrogène existe, et je reviens au contexte de l'hydrothermalisme océanique. Et l'exploration des fonds océaniques a permis d'étudier la composition des fluides hydrothermaux qui étaient émis là aux évents au niveau des cheminées hydrothermales, et on a constaté que pratiquement tout le temps on avait beaucoup d'hydrogène qui était émis dans ces émissions ici au niveau des cheminées hydrothermales. Alors cette production d'hydrogène en contexte océanique, il est bien compris, c'est il manque quelque chose. C'est la réaction de serpentinisation, c'est-à-dire la réaction d'altération de l'olivine en serpentine, qui produit de la magnétite et de l'hydrogène. Pourquoi? Regardez, c'est l'oxydation du fer 2+, qui est présent dans l'olivine de la péridotite, qui va donner du fer 3+, qui va dans la magnétite. Donc on a une première réaction qui est une réaction d'oxydation du fer, qui est couplée à une réaction de réduction de l'eau pour produire du H2. Donc en contexte océanique, la réaction de production d'hydrogène, suite à une réaction d'altération fluide-roche, elle est très bien comprise. Si je regarde cette carte qui présente les résurgences observées d'hydrogène naturel à la surface du monde, à la surface de la Terre, on constate qu'on retrouve ici les rides médio-océaniques pour lesquelles l'hydrogène est produit grâce à la réaction de serpentinisation que je viens de présenter. Mais on constate qu'on a aussi également énormément d'émanations d'hydrogène en milieu continental. Alors là, je vais aller un petit peu vite. Sur la lithosphère continentale, évidemment, les massifs ophiolitiques, qui sont des fragments de lithosphère océanique charriés sur les continents, émettent en effet beaucoup d'hydrogène, associé très souvent au méthane et au N2. Encore une fois, c'est l'exemple de l'Oman, où on voit littéralement, dans ces espèces de petites piscines, des bulles, et c'est de l'hydrogène qui sort. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas de zones ici qui sont en dehors de ces contextes ophiolitiques, qui sont présents ici sur ce que l'on appelle des cratons, c'est-à-dire des zones anciennes, très stables de la lithosphère continentale. Alors voilà ce que ça donne. Sur les cratons, cet hydrogène, il est émis dans des structures un petit peu particulières qu'on appelle les rondes sorcières, et là j'ai choisi 2 exemples. Dans la région, en Russie, dans la région de Moscou, eh bien, on trouve plusieurs centaines de structures qui ont cette forme-là, qui sont des dépressions plus ou moins circulaires, qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de diamètre, voire de l'ordre du kilomètre, et qui émettent de l'hydrogène en continu. C'est exactement la même chose que l'on retrouve en Amérique du Nord, dans la zone qui s'appelle ici, vous voyez, au nord de la Floride, les Carolina Bays, où une image radar montre exactement des structures. Alors cette fois-ci, c'est aussi des dépressions, mais c'est des structures qui sont plus elliptiques et duquel s'échappe de l'hydrogène naturel. Il y a 2 sites un petit peu particuliers qui sont, je vais les remettre sur cette carte ici, qui sont l'exemple du Kansas et du Mali,
Pourquoi ils sont particuliers? Parce que les émissions de CO2 sont très concentrées. L'hydrogène qui est émis est tellement pur que c'est de l'hydrogène que l'on peut exploiter, que l'on peut envisager d'exploiter directement. Et voilà, j'ai remontré ici les deux cas, l'exemple du Kansas et l'exemple du Mali. C'est dans la région de Bamako, qui est donc la capitale du Mali, où là, on a un hydrogène qui est extrêmement pur, qui est produit et qui est utilisé pour électrifier un village à côté de Bamako. Donc là, c'est le seul exemple connu d'utilisation de l'hydrogène naturel pour produire de l'électricité. Alors, je vais aller rapidement là-dessus. De toute façon, j'ai bientôt terminé. Mais contrairement au domaine océanique où on connaît très bien maintenant la réaction qui produit cet hydrogène, c'est la réaction de serpentinisation. En milieu continental, on n'a aucune idée des réactions d'altération qui peuvent produire cet hydrogène. On ne sait pas quels minéraux riches en fer. On ne sait pas, on ne comprend pas d'où vient le N2 qui est très souvent associé à l'hydrogène. Alors ça, c'est quelque chose... oui, pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas connu? J'ai oublié de le dire, c'est parce que ces découvertes d'émanation d'hydrogène en milieu continental sont très récentes et ça date de quelques années, 4-5 ans, pas plus. Et donc, j'en arrive à la conclusion. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que l'observation des systèmes naturels terrestres peut aider à proposer des concepts industriels performants dans le cadre de la transition énergétique. Dans le cadre du stockage géologique du CO2, c'est l'exemple du stockage minéral sous forme de carbonate. Et dans le cas de l'hydrogène naturel, qui peut être envisagé comme une prochaine source d'énergie, mais également qui peut, si on comprend comment cet hydrogène naturel est formé, qui peut faire naître des processus géo-inspirés de production d'hydrogène manufacturé sans combustible fossile ni électricité nucléaire. Je vous remercie.